Eh bien, bienvenue à Châlons. Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je suis Francine Macaire, je suis médecin à l'Agence de la biomédecine et en charge du prélèvement et de la greffe en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'Agence de la biomédecine, c'est un établissement public qui relève du ministère de la Santé, c'est un opérateur public qui a été créé par la loi de bioéthique en 2004, qui est spécialisé dans plusieurs domaines, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus. En fait, l'organisation du prélèvement, il y a des établissements du donneur avec 184 établissements autorisés au niveau national. Des autorisations qui nous sont délivrées pour 5 ans par les ARS avec des personnels dédiés. Là, vous avez vu les coordinations de Dijon et de Châlons et il y avait une astreinte infirmière H24 où il y a des procédures d'appel pour tout donneur dans les REA, des procédures de prise en charge en RIA et un budget fléché pour ces coordinations qui dépendent de l'activité N-1. Pour tous les établissements qui sont non autorisés, je pense qu'il y a plusieurs réanimations là qui sont concernées, réanimateurs concernés, il doit y avoir des réseaux opérationnels de proximité avec des possibilités de transfert vers des établissements autorisés et donc des procédures qui se mettent en charge entre établissements, qui se mettent en place entre établissements. Donc Marion vous en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, nous on intervient quand on est appelé par les établissements qui ont en charge les donneurs. On a au niveau de l'agence une régulation avec 2 médecins sur le territoire national de régulation en astreinte H24 de 365 jours par an, 4 cas d'infirmiers avec des zones géographiques. On va donc valider ces donneurs en lien avec la coordination et le réanimateur en charge du donneur. Le patient doit être décédé, bien sûr, il ne doit pas y avoir de contre-indication d'emblée et l'existence d'un organe prélevable. Nous, notre rôle, on va avoir un rôle de vérification également de tous ces étapes obligatoires administratives, donc le PV de décès, les sérologies, le HLA, le groupe sanguin. On va évaluer les organes et on va proposer ces organes à une plateforme de répartition qui est une plateforme nationale qui est située au siège de l'Agence de la biomédecine, qui a un médecin d'astreinte et des personnels postés, infirmiers permanenciers. Là aussi, c'est 365 jours H24. On va proposer ces greffons pour un receveur donné qui est inscrit sur la liste d'attente à une équipe de transplantation selon des règles de répartition par organe. Ces règles existent par organe, elles sont publiées au journal officiel. Si on reprend le schéma, donc on a l'établissement du donneur qui va présenter un donneur par téléphone et nous on va valider ce donneur puis ces organes, c'est la phase de régulation. Donc là il va y avoir l'ouverture d'un dossier qu'on appelle un dossier cristal donneur avec une anonymisation de ce dossier qui va devenir en fait sous un numéro cristal, donc aucune identité ne sera plus visible et la lecture du dossier sera proposée à chaque équipe de transplantation à qui on va proposer un greffon et cette phase s'appelle la répartition. L'équipe de transplantation, elle va avoir un délai pour répondre, accepter ce greffon ou le refuser. Si elle le refuse, elle devra justifier son refus et en fait après sera l'organisation du bloc entre l'établissement du donneur et les établissements de santé des différents receveurs. Donc ça, Sébastien vous en a parlé, je passe. En fait, on a un besoin important d'augmenter le nombre de donneurs et on va parler de donneurs à critères élargis et d'une balance bénéfice-risque. Donc les donneurs à critères élargis, c'est pas lié au manque de donneurs en maintenant une sécurité de la greffe. Là, vous avez un donneur qu'on va appeler un donneur idéal. Les coordinations comme nous à l'agence, on sait que finalement ce donneur-là, on ne le rencontre pas souvent. Par contre, on rencontre d'autres types de donneurs, donc des donneurs à risque infectieux, des donneurs avec des antécédents de maladies rares, des donneurs avec des antécédents de cancérologie, comme évoqué dans le dossier de Châlons, et tous nos donneurs âgés. Nos donneurs âgés, je vais insister un petit peu dessus parce que c'est vrai que vous, réanimateurs, vous posez toujours des questions, mais qu'est-ce qu'ils font à prélever des gens de cet âge-là? En fait, le régulateur de l'Agence de la biomédecine, on l'appelle avec un dossier un peu compliqué et dans ce cadre bénéfice-risque,
on se pose plein de questions, nous aussi. Et donc, en fait, on a, nous, des aides. Donc, on avait une donneuse avec un antécédent de cancer du sein. On travaille en amont avec les sociétés de cancérologie, les sociétés savantes, pour essayer de rédiger des aides à la décision. Et celles-ci évoluent régulièrement. Donc là, je vous ai mis, par exemple, une aide à la décision pour des antécédents de cancer du sein. Donc, une des pages d'aide à la décision sur les carcinomes canalaires infiltrants. Le bénéfice-risque, c'est un bénéfice financier sociétal indéniable. Le coût annuel moyen d'un patient greffé est 4,5 fois moins élevé que celui d'un patient dialysé. Vous voyez, en 2020, l'hémodialyse annuelle, c'est 89 000 €. En transplantation rénale, c'est 86 000 l'année de la greffe et c'est 20 000 les années suivantes. Donc là, de ce côté financier, on sait qu'on est, incité à greffer, bien sûr. Mais nous, médecins, on va plutôt s'intéresser à la survie. On va voir qu'en transplantation pulmonaire, on a des médianes de survie qui sont à 8 ans. En transplantation cardiaque, on a des médianes de survie qui sont supérieures à 10 ans. En transplantation hépatique, sur la dernière cohorte, on a des médianes de survie qu'on ne peut même pas définir parce qu'elles sont pas observées actuellement, donc on est à plus de 20 ans. Et en transplantation rénale, on va parler de médiane de survie du greffon. On est à quasiment 14 ans de médiane de survie du greffon rénal. On a le risque de la greffe, on le sait, hein, on a des risques infectieux, des risques néoplasiques, mais aussi on a surtout le risque à ne pas être greffé, avec des défaillances par terminal d'organes et des décès, et une surmortalité en dialyse quand on est dans le rein. Et vous voyez là des taux, des courbes qui vous montrent un petit peu ces surmortalités, où vous voyez à gauche l'insuffisance rénale chronique terminale au centre. Vous voyez la transplantation en bas et la dialyse avec sa surmortalité en orange au-dessus. Et vous voyez par catégorie d'âge que en fait, la surmortalité en dialyse, elle est dès le plus jeune âge et elle s'accentue avec l'âge. Si on prend le greffon hépatique, on a une baisse de la survie avec l'âge, mais finalement des courbes qui s'écartent pas beaucoup, comme vous le voyez à droite. Et on a pour les plus de 80 ans la transplantation hépatique avec des résultats de survie qui sont de 86,4% de survie à 1 an et une survie à 3 ans qui est encore, à 5 ans, pardon, qui est encore très bénéfique pour des patients de plus de 80 ans. De toute manière, si on ne greffe pas, on sait qu'on va décéder par défaillance terminale d'organes. En fait, ces donneurs et ces receveurs âgés, c'est une réalité. Là, c'est des données de santé publique, hein, c'est le vieillissement de la population. On a en 2011, il y avait 17% de patients de plus de 65 ans. Vous voyez la structure d'âge en 2024. En fait, en 2024, c'est 5% de 81 ans et plus, c'est 16% de 65 ans et entre 65 et 80 ans, pardon. Donc ça fait 21% en 2024 et il y aura 25% en 2030 de patients de plus de 65 ans. Vous avez là les espérances de vie pour les femmes, pour les hommes en bas. Donc je vous laisse de toute manière le diaporama, vous pourrez regarder ça plus amène. Là, c'est le dossier dont on vous parle. Donc, l'ouverture d'un dossier, c'est un donneur qui a été qualifié. On crée un dossier informatique. Vous voyez sur la gauche tous les items qu'on va demander de remplir à la coordination. La déclaration de décès, la confirmation paraclinique, la recherche de l'opposition. On va remplir des sérologies avec une double saisie pour assurer la sécurité sanitaire. On va avoir tous les antécédents, la grippe bodyscan et on va mettre... Ton diaporama est coincé sur donneur et receveur. La diaporama, voilà, parfait. D'accord. C'est bon là? Oui, c'est bon. D'accord. Donc là, c'est le dossier donneur dont je vous parlais. À gauche, les éléments qu'on va demander. Donc, pour tout donneur, on demande ses antécédents, son bilan général infectieux, l'évolution hémodynamique, les bilans par organe, un scanner, une échographie éventuelle, une coronarographie éventuelle, une fibroscopie éventuelle. Et toute l'imagerie va être mise à disposition via un logiciel Crystal-Image pour les équipes à qui on va proposer un organe qui pourront aller voir ces images.
Ça, je vous ai mis un exemple de page sur l'évolution hémodynamique, puisque c'est plus votre domaine à vous, votre topic, avec l'évolution de la température, de la pression artérielle moyenne, de la fréquence cardiaque, éventuellement une PVC si vous en avez une, les durées horaires et les drogues. Donc en fait ces donneurs qu'on va qualifier, on va qualifier des greffons et en face on va avoir des établissements, des receveurs avec les équipes. En fait les autorisations là aussi sont délivrées par les ARS par type de greffe. L'établissement de santé va s'organiser pour recevoir une proposition de greffon H24, avoir un accès informatique au dossier donneur et à son imagerie, là aussi une analyse bénéfice-risque pour chaque receveur, l'acceptation du greffon ou le refus justifié dans un délai de 30 minutes par organe, à l'exception du rein où ils ont 1 heure pour répondre, et des budgets fléchés là également pour des activités de greffe. Alors, comment sont répartis des greffons? Il y a des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur des sujets décédés. En France, on a une attribution selon plusieurs principes. Des priorités pour certaines catégories de patients et ou d'organes. Il y a les urgences, il y a les enfants, il y a les immunisés. Ça, c'est pour les poumons, le foie et les reins. Il y a des scores qui classent les receveurs inscrits en liste d'attente pour le cœur, le foie et les reins. Il y a la proximité géographique qui va intervenir pour les poumons. On va proposer à l'équipe la plus proche, si on a une en local, ou à l'interrégion, puis on va élargir. Et l'expertise de cas individuels éventuels par un collège d'experts. Si on prend le rein, il y a toujours un rein qui va rester en local, c'est-à-dire que quand on fait un prélèvement à Chalon, il y a un rein qui va rester pour l'équipe de transplantation de Dijon, qui est le CHU de rattachement. L'autre rein va être réparti, éventuellement d'abord à un patient prioritaire, donc soit une super urgence, c'est l'impossibilité de dialyser, soit une greffe multiple, par exemple rein-foie, rein-pancréas. Il y a les hyperimmunisés ou les immunisés de différents types et il y a tous les enfants qui vont être prioritaires pour les reins de donneurs âgés de 18 à 30 ans. S'il n'y a pas de priorité pour ce deuxième rein, il va être attribué à un score national qui va être calculé sur plusieurs paramètres. La différence d'âge, la compatibilité HLA et la durée d'attente en liste, la durée de dialyse. Le foie, attribué à un patient prioritaire, c'est une super urgence foie. Ça peut être 48 heures, renouvelable 2 fois, avec des dérogations de groupe sanguin possibles sur avis d'experts. Ensuite, il y a des priorités pour certaines pathologies que je vous ai listées. Et s'il n'y a pas de patient prioritaire, on va attribuer ce foie à un score national qui est construit en prenant en compte la gravité selon le MELD, la durée d'attente, la distance entre le donneur et le receveur. Donc ça, c'est le score foie. Je vous ai mis un exemple de répartition d'un greffon hépatique. Ça, c'est un donneur qui avait été qualifié à Lille. Donc, on avait toutes les informations du donneur. On a lancé une aide au choix. Et en fait, voilà comment ça se présente. On a la première équipe à qui on doit présenter. Vous voyez, c'est le premier patient qui est là. On voit que c'est un patient sur Paris qui était en super urgence, à qui on a proposé ce greffon et l'équipe a refusé. Bon, je n'ai pas été regarder la cause du refus, mais elle doit expliquer la cause du refus. Ensuite, on a proposé au deuxième patient, qui était un patient lillois, LI c'est Lille, et donc ce greffon a été refusé pour ce patient-là. Par contre, le greffon a été attribué pour le deuxième patient de Lille qui sortait au score, et là on voit qu'on a des patients qui sont classés au score, et il a été attribué au deuxième patient. Le cœur, on va attribuer selon un score national qui prend en compte un index de risque de décès en liste d'attente. Cet index de risque de décès, il a été défini entre nos informaticiens et les transplanteurs cardiaques. Une fonction d'appariement en âge entre donneur et receveur, et l'appariement morphologique entre donneur et receveur, mais également la durée de trajet entre le centre de donneur et de receveur. Et vous voyez donc que le score d'un receveur, il va changer pour chaque donneur, puisqu'il y a 3 composantes qui vont être variables en fonction du donneur. En conclusion, on a un système complexe avec des règles d'attribution qui sont transparentes et publiées au journal officiel, une obsession de préserver un bien inestimable qui appartient à une communauté de patients
inscrits en liste d'attente, une évaluation constante par l'agence et les professionnels de la transplantation, puisqu'il y a des groupes par organe, afin de permettre au mieux à toutes les catégories de patients et de proposer des évolutions à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a une catégorie qui n'est pas bien desservie. Et ça, c'est une petite diapo pour vous montrer un petit peu la répartition de la greffe. Donc, en 2024, c'était 3756 greffes rénales, c'était 1439 greffes hépatiques, plus de 400 greffes cardiaques et quasiment autant de greffes pulmonaires. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous remercie surtout de votre travail au quotidien en faveur des patients en attente de greffons. Merci beaucoup, Francine. On va prendre quand même 5 minutes pour des questions, s'il y en a éventuellement. Personne n'a de questions? Ah si, une question là-haut. C'est une question par rapport aux patients immunisés. Dans le cas de greffe de rein, c'est quoi un patient immunisé? Immunodéprimé, C'est pour vous, Francine, je pense. Je veux bien. En fait, un patient immunisé, c'est souvent une retransplantation. Par exemple, chez les hommes, c'est une retransplantation. C'est quelqu'un qui a, lors de sa première greffe, fait des anticorps contre son greffon et donc du coup qui a des anticorps qui vont rendre la deuxième transplantation plus difficile, de trouver un greffon compatible dans le système HLA et voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Chez les femmes, il y a toutes les immunisations en post-grossesse qui rendent aussi la greffe peut-être plus compliquée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question là-haut. Oui, bonjour. Je me posais la question parce que nous, en effet, on fait du Maastricht 3 aussi à Roubaix. Mais c'est vrai que notre équipe de coordination, en fait, est complètement intégrée à la réanimation puisqu'ils sont à 50% infirmiers en réanimation, 50% du coup en coordination. Et je me demandais comment, du coup, si vous, c'était le cas ou si finalement vous étiez à part et comment ça se coordonnait avec l'équipe de réanimation. Non, c'est le cas. Je suis aussi à mi-temps sur les réanimations et à mi-temps, j'ai mon activité de coordination de prélèvement. Après, c'est quelque chose que j'arrive à dissocier, c'est-à-dire quand je suis à la coordination, je garde mon rôle de coordinateur et je laisse aux équipes de réanimation leur rôle de réanimation. Après, c'est aussi facilitant parce que du coup, c'est mes collègues en réanimation, donc c'est plus simple aussi dans ce cas-là, mais du coup... C'est voilà, oui, j'ai la double casquette, mais voilà, je reste dans mon rôle. Et quand je suis, enfin, c'est pareil, quand je suis en réanimation, je n'interfère pas sur un Maastricht 3. Je reste de mon côté réanimation et je laisse mes collègues coordinateurs gérer la procédure du Maastricht 3. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais il y a une part. Oui, mais la part du coup, comme vous faites partie de la réanimation, la deuxième partie, vous ne pouvez pas y répondre vu que. Donc c'est normal. Non, tout va bien. J'avais juste une question aussi. Je n'ai pas très bien compris à quel moment le patient descendait au bloc. C'était pendant la période du no-touch, comme vous ne l'avez pas. Je n'ai pas très bien compris. Dans le protocole que nous on fait au CHU de Dijon, le patient descend au bloc opératoire dès l'instant où l'ECMO est posé. L'ECMO est posé en chambre. Donc en pratique, on attend l'arrêt cardiaque, on fait sortir la famille sans délai, nos chirurgiens perfusionnistes interviennent et l'ECMO démarre, ce qui permet de faire revenir les proches, s'ils le souhaitent, auprès du patient quelques minutes. Et c'est après que le patient descend au bloc opératoire, accompagné par la coordination et le perfusionniste.
Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va conclure le congrès. Pour ça, on va demander quand même à Thomas Maldinet et Aurore Sabre de nous rejoindre, parce que c'est quand même grâce à eux que ce congrès a eu lieu à Châlons. Donc on peut les applaudir bien fort. Merci.